Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pays. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve sur votre émission Point 7 pour le compte de cette semaine, aujourd'hui vendredi. Et j'ai, comme d'habitude, je vais pas les appeler mes lascars, mes débatteurs. C'est plus gentil, hein. Juliette Kitty, vous passez votre temps à rire. Je ne sais pas de quoi vous riez. Mais vous n'allez pas non plus le dire aux auditeurs. Et dites-nous, ce matin, c'est quoi votre entrain? Quand vous vous êtes réveillé, quand vous êtes tiré du lit, finalement, c'est quoi votre entrain, votre plan d'attaque? Bon, alors, je me suis forgé très rapidement un plan d'attaque parce que, ne m'étant pas réveillé très en forme, je me suis dit, mais il n'y a de limite pour nous que celles que nous nous fixons nous-mêmes. Donc, je refuse à la nature de me faire faible aujourd'hui, je refuse à la nature de me faire vulnérable aujourd'hui, et donc, ne serait-ce que la bonne humeur, je me crée cela, et ça a pris comme un moteur diesel. Donc, de l'instant où je me suis tiré du lit à l'heure où je vous parle en ce moment, je pense que je suis passé du stress, de la mauvaise humeur ou de l'état de mal en point, quand même à l'état progressif de quelqu'un qui se retrouve bien. Et vous savez, le rire, ça fait plaisir. Et moi, je suis très impressionné par votre tonus que vous avez subitement concentré pour pouvoir ouvrir cette émission. C'est tant mieux, puisque quand je vous ai croisé dès que j'étais venu dans les couloirs de la radio également, je vous voyais un peu le visage, l'air un peu pensif. Bon, je me suis dit, vous ne vous êtes pas réveillé, mal réveillé comme moi, mais peut-être que vous n'aviez pas assez d'énergie. Mais subitement, je me suis rendu compte que vous en aviez. Maintenant, ma prière, c'est que ce ne soit pas les dernières énergies que vous avez. Vous savez, je m'en arrête. Il a fini par tout dire. Sacré Julien Kitty, il a fini par tout dire. Mais bon, il arrive des jours, hein, où on a l'amour, comment dire, c'est un peu lourd et tout, parce que l'horizon n'est pas toujours clair. Vous posez beaucoup de questions et puis voilà. Finalement, il y a un devoir à faire. Alors, faut tout faire pour le faire, ce devoir. Super. Parce qu'il doit être fait. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Voilà. Ishola Djiguin, il est avec nous aussi, toujours, comment dire, il est très heureux, on va dire, on va constater. Je vais le surprendre. Bonjour Peggy Ludovic Daba, bonjour Liliane Kitty. Aujourd'hui, nous sommes... Ah non, attention. Bonjour amis auditeurs et auditrices de la Diaspora FM. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement sevrés par la présence de notre troisième lascar, et puis l'appeler ainsi pour emprunter votre thème, Fortuné Assoba, et je souhaite qu'il revienne tout requinqué pour les fois à venir. Et donc, votre plan d'attaque. Oui, aujourd'hui, il faut le dire, hein, j'ai un peu le moral dans les chaussettes, j'ai un peu le moral. Vous aussi? Oui, j'ai un Mais peu qu'est-ce le qui se moral passe au dans pays, les là? talons, parce que c'est vrai que je suis en pleine forme, je me suis réveillé en pleine forme, je suis sur pied. Mais de l'autre côté, j'ai un petit tic qui m'amène, n'est-ce pas, qui me démoralise un tout petit peu, mais je tiens le coup. Ouais. Il faut tenir le coup. Ah oui. Nous revenons maintenant à l'essentiel de cette émission. C'est déjà pour parler un peu de ces inondations qui, franchement, aujourd'hui, nous empêchent de circuler librement dans les rues. Je sais que vous avez des motos, Ishola Djiguin, qui me regarde, les yeux avec étonnement. Si vous circulez dans Cotonou, dans Calavi et même dans nos confins ici... Il choisit certainement de faire comme le monsieur que j'ai vu dans une image sur WhatsApp,
où, bon, alors, il arrive quelque part d'inonder un enseignant, il faut qu'il accède à l'école ou qu'il rentre chez lui, il enlève ses chaussures, il les attache à sa moto, il prend la moto sur la tête, lui-même il marche dans la Oh, moto. génial. Quelle trouvaille. Quelle trouvaille. C'est Parce top. qu'il se dit, bon, C'est même terrible. après les inondations, il faut bien qu'elle continue de circuler. Alors, face à cette situation, face à ce chemin de croix que nous impose, comment dire, l'inondation et ses dégâts, il y a quand même des bonnes volontés qui agissent à l'ombre. Et au nom de ces bonnes volontés, on pourra citer quand même des gens, Jules de Anquiti. Ben oui, c'est toute cette semaine, on a observé, en tout cas depuis la fin de la semaine dernière, on a observé que Madame Claudine Afiavi-Prudencio, femme leader très connue dans ce pays, en Afrique et dans le monde, chef de parti politique notamment de l'UDBN, qui a été ancienne présidente de l'INF, Institut national de la femme, et qui a été plusieurs fois députée, ministre, mais qui est beaucoup connu pour ses actions sociales, donc son sens du partage, a décidé spontanément de penser à ces citoyennes et citoyennes béninois qui ont du mal à sortir de leur maison parce que leur rue inondée, parce que le chemin qui doit conduire leurs enfants à l'école sont complètement impraticables, ces chemins sont impraticables. Ils peuvent pas rentrer avec leurs engins et c'est beaucoup de problèmes pour eux pour mener leurs activités, leurs petits commerces par ces temps de difficultés économiques. Alors, qu'est-ce qu'elle a choisi de faire? Elle a choisi d'offrir gracieusement beaucoup de voyages de sable dans les rues inondées, dégradées. Vous savez, ça a surpris beaucoup de personnes et surtout agréablement, non pas parce qu'on ne la connaissait pas pour ses œuvres sociales, mais parce qu'on voit combien de fois c'est difficile, c'est rare de voir des citoyens, des personnalités mettre autant. On sait ce que ça peut coûter que d'avoir un voyage de sable. On sait ce que ça peut coûter. C'est le sable d'abord, c'est ensuite les camions qu'il faut louer. Il faut convoyer. L'étalage. Voilà. Alors, L'étalage. qu'elle décide de le faire. Vous avez vu les dégâts de l'inondation, les dégâts de ces pluies diluviennes de ces temps-ci. Alors, déjà dans la zone de Dékoumbé, dans l'arrondissement de Godomé, beaucoup de rues ont reçu ces voyages du sable. Et j'ai pu, moi, voir des citoyens témoigner. Et vous savez, les gens font des calculs au sommet, ils font des calculs dans les chapelles politiques, ils font des calculs politiques et même politiciens. Mais les populations, face à leurs problèmes, ne font pas ces calculs-là. Elles sont très contentes. Je dis, mais cette dame, vous avez des gens qui disent, mais cette dame, on sait qu'elle faisait beaucoup de choses au plan social. Mais on ne savait pas que elle est en train de voir ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Et on ne savait pas qu'elle seule peut faire autant pour nous. Il y a des rues où on a mis plusieurs voyages. Il y a des rues où vous avez vu des élèves en train de sautiller. C'est-à-dire que quelques heures avant, ils devraient aller faire des détours terribles. Vous rencontrez une dame, j'ai rencontré une dame, par exemple, qui est enceinte. Une dame qui est enceinte. Elle a même donné son témoignage. Elle dit, vous regardez mon état, j'ai déjà glissé plusieurs fois, je suis tombé. Parce qu'il fallait, pour éviter l'eau, aller chercher les petites briques qui sont là, passer dessus. Et mon petit garçon que je dois amener à l'école, je suis obligé de le porter. Alors qu'elle est déjà en état un peu fatiguée. Et elle tombe dans ces conditions. Regardez cette dame, elle amène son enfant à l'école. C'était la scène. Elle est allée maintenant rechercher, elle veut retourner, rechercher l'enfant, le prendre pour ramener à la maison. Et elle constate qu'on a amené des voyages de sable. Et la rue où elle pouvait pas circuler, elle circule librement, elle va chercher l'enfant, elle se retourne. Et quand on l'aborde, elle parle avec sincérité. Elle dit non. Elle a dit notamment, mais la femme, elle a souvent pensé à son corps, au chic. Elle a souvent pensé à ce qui l'intéresse. On pense que la femme ne pense que... Mais si elle pense à la communauté de cette façon-là, vraiment,
qu'il faut prier pour elles. Alors, on pensait que ça allait s'arrêter à Dékoumbé. C'est aller dans d'autres quartiers de Godomin. C'est vrai que le besoin est extraordinaire. Mais il est presque partout. C'est aller après à Boumé-Calavi, centre. Vous allez voir des rues, quand vous voyez les images, vous vous demandez, mais l'ampleur est terrible. J'ai vu des camions en train de déverser, tu vois, tout leur contenu là, dans l'eau, et l'eau subsiste. Ça dit que, donc il faut en mettre. Et j'entendais déjà beaucoup de citoyens se demander, mais est-ce que nous avons des autorités dans ce pays? Mais vous savez, si tous les citoyens faisaient comme Madame Claudine Afiavi-Prudencio, si beaucoup, ceux qui ont un peu et qui peuvent faire, vous savez, ça coûte de l'argent, mais que vous puissiez, vous, par exemple, prendre un seul voyage de sable, venir mettre quelque part. Je me rappelle au temps du régime Kérékou, au temps de la Révolution, il y avait, par exemple, les mercredis, des campagnes de salubrité qui se faisaient spontanément dans les quartiers, où chacun sort de sa maison. C'est plutôt les samedis. C'était les samedis, vous m'excusez. Et donc, chacun sortait de sa maison et puis ça mettait les moyens à contribution pour pouvoir arranger. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Vous avez des rues où quelqu'un se lève, tout le monde jette des choses au milieu, dans l'eau, qui stagne là. Et puis, bon, on vous demande de passer dedans. Donc, devant les maisons, les gens mettent les grilles, les briques, des troncs d'arbres. Et comme si... Bon, ils doivent disposer de leur devanture, même au-delà, mais vous qui êtes passant, il faut passer au milieu, alors qu'eux-mêmes en sont victimes. Donc voilà ce qu'on a pu observer de la part de la présidente de l'UDBN, et cela amène, j'ai heureusement suivi sur les réseaux sociaux, dans les commentaires que j'ai observés aussi au niveau des citoyens, que les gens spontanément ont apprécié ça, même des gens qui sont d'autres... qui ont leur obédience politique, qui ont compris que le développement, la question de développement n'a pas de couleur politique. Et même l'acteur politique n'est pas en fait l'opportuniste qui ne vient vers les populations que à la veille des élections. Vous vivez avec les populations, vous partagez leur peine avec les populations. Et c'est ce que Mme Claudine Prudencio est en train de faire. Quand elle le fait, ça n'étonne pas parce qu'elle en avait l'habitude. Mais qu'elle le fasse en ce moment, qu'elle le fasse avec tant d'ampleur, il faut la féliciter et les gens ont bien fait de le reconnaître. Maintenant, j'aurai peut-être l'occasion de revenir là-dessus, le temps de permettre peut-être à Ishola d'intervenir. J'ai vécu également une scène qui m'a montré que tout le monde n'a pas encore bien changé de mentalité, des gens qui tentent de torpiller l'action, alors que ça fait du bien aux populations. Qui voient d'un autre œil. Ouais. Donc je pourrais revenir là-dessus. On va y revenir forcément, parce que c'est inévitable, hein, cet aspect des choses, on doit en parler. Ishola Djeguin, comment appréciez-vous cet altruisme de quelqu'un, de qui on attend souvent de ces genres de choses, et surtout qu'il les fait avec bonheur? J'ai pu observer, à l'instar de nombre de mes compatriotes, cet élan de générosité, d'exception. Vous avez observé ou bien vous avez vu? Je ne suis pas allé sur le terrain, mais j'ai eu, n'est-ce pas, l'opportunité de vivre cela en live sur les réseaux sociaux. Il y a de ces jeunes qui se sont portés volontaires pour relayer spontanément l'information. Et donc, j'ai pu suivre par ce canal de diffusion. Et donc, il faut dire que cet élan de générosité, comme j'avais commencé par le dire tout à l'heure, relève d'une exception actuellement, parce que, comme vous le savez mieux que moi d'ailleurs, beaucoup d'hommes politiques de sa trempe n'acceptent pas, n'est-ce pas, à s'aventurer sur ce terrain au regard de l'environnement que nous traversons actuellement. Tout porte à croire que les philanthropes comme elle sont morts au Bénin, et personne, n'est-ce pas, ne fait preuve de baraka pour aller sur le terrain social actuellement dans notre pays, au point où les populations souffrent. Elles n'ont pas elles appellent au secours, mais au finish, il y a personne pour leur venir au secours. Et donc, ce geste de magnanimité
éminemment, n'est-ce pas, éminemment appréciable, est une bonne chose et à promouvoir, est à encourager à tout prix. Et donc, il va falloir que les autres hommes politiques ou acteurs politiques de notre pays puissent prendre exemple sur ce geste combien louable de l'honorable Claudine Prudencio Fiavi pour, n'est-ce pas, contribuer, ne serait-ce qu'au développement de notre pays. Et c'est cela qu'on appelle un véritable acteur de développement. Parce que si tout le monde, dans sa localité, dans son petit coin, se mettait, n'est-ce pas, à dépenser des milles et des cents, comme l'a fait la présidente, ce serait très bien pour notre pays, ce serait très bien pour le développement de notre pays. Ça allait sortir, n'est-ce pas, plusieurs localités, plusieurs quartiers, plusieurs arrondissements, plusieurs circonscriptions électorales pour l'étendre jusqu'à ce niveau. Sortir de l'ornière, sortir des sentiers battus et à la moindre gouttelette de pluie, nous n'allons plus, du moins la populace ne va plus, n'est-ce pas, pleurnicher comme on a l'habitude de le voir parce que, n'est-ce pas, dérangé par les inondations et autres. Donc, c'est une action louable, c'est une action à promouvoir encore une fois, à encourager. Je l'encourage beaucoup à continuer dans cette lancée. Et je me rappelle aussi que c'est au regard de son élan de générosité et qu'elle fait ça et là qui la caractérise, si je puis m'exprimer ainsi, qui a fait que récemment, sur les chaînes de radio, depuis comment vous l'appelez, depuis la vallée de l'Ouémé, les gens aussi l'ont appelé au secours, de venir voir de l'autre côté, de venir à leur secours de l'autre côté parce que là-bas qu'elle, n'est-ce pas, serait absente. Et donc, vous voyez combien de fois ce qu'elle fait du point de vue social porte beaucoup plus, même au-delà de la circonscription électorale, au-delà de sa localité, au-delà de Kumbi et de plusieurs, de Calavi, Godomé et autres. Donc, je peux vous assurer que Kokokodji aussi a été impacté. Les zones de là-bas, vous savez très bien, le sable, comment dire, manque et c'est l'inondation est assez grande là-bas. L'autre chose que je voulais vous demander, c'est comment voulant aider les populations, on choisit vraiment ce dont elles ont besoin. Parce que vous êtes amené à traverser, je l'ai dit tantôt, Cotonou et environ, par ces temps de pluie. C'est très difficile. Il y a des gens qui font l'expérience de s'habiller bien de leur chambre, mais à cause de l'eau, viennent se chausser dehors. C'est terrible. C'est-à-dire, c'est de petites choses, mais de petits besoins, mais dont on n'a pas, dont on ne voit pas l'importance, l'utilité. C'est de petits actes qui coûtent évidemment beaucoup d'argent. Le camion de sable aujourd'hui, on sait combien ça coûte. C'est au-delà de 70 000. Oui, le voyage. Il y a des gens qui ont la possibilité de le faire. Tu vois. Mais pourquoi? Il faut bien qu'ils perçoivent ça. Il faut le percevoir. C'est en cela que réside, on va dire, l'aide même qui permet d'être sauvé. Est-ce que c'est une question de perception? C'est au-delà de tout, de mon point de vue, une question de fibre sociale aussi, d'accord? Parce qu'elle est au sein de la population. Elle sait. Elle vit la chose. Oui, elle sait ce que vivent les populations, les basses couches de la société. Elle sait ce que les voisins du quartier vivent. Elle sait également ce que ceux qui sont dans son environnement les plus immédiats vivent. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous avez effectivement la fibre sociale, vous devez pouvoir aller au secours de vos voisins, aller au secours de vos compatriotes qui ont besoin de vous,
qui ont besoin de votre soutien, eux aussi, pour sortir de l'ornière, pour régler des questions comme celui dont on parle actuellement. Et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on devait s'y attendre d'ailleurs, tente, n'est-ce pas, de politiser la chose parce que ça ne les arrange pas. Vous savez, nous sommes en politique. Et là, lorsque vous êtes en politique, va-t-on passer tout le temps à toujours penser malheureusement, politique, c'est ce qui se passe dans toujours notre penser pays. ce qui est derrière les choses? Malheureusement, dans notre pays, on a tout fait, n'est-ce pas, de tout politiser, même jusque dans nos foyers. La question de la politique politicienne est souvent agitée, est souvent malheureusement, prévaut jusqu'à ce niveau-là. Et c'est là que je voudrais appeler, n'est-ce pas, les uns et les autres à la jugeote, à faire preuve de jugeote, parce qu'ici, il s'agit d'une question de développement, il s'agit d'une question sociale, donc se mettre à la politiser paraît à mes yeux un peu nauséabond, et j'invite les uns et les autres, n'est-ce pas, à faire en sorte que de tels actes soient promus dans nos différentes localités et appeler les acteurs politiques, n'est-ce pas, à en faire de même, et même pourquoi pas aller au-delà, parce que c'est un geste salvateur, c'est une action de développement, comme je le dis, et qui sort des Kongwe, Kokotome, Calavi et autres, n'est-ce pas, de cette sempiternelle question de l'inondation. Donc, si tout le monde pouvait le faire, et que même les autorités décentralisées, n'est-ce pas, pourraient venir accompagner et relayer. Vous voyez combien de fois beaucoup de quartiers seraient déjà sortis de l'ornière de cette question d'inondation. C'est vrai qu'au niveau du gouvernement, il y a quelque chose qui se fait dans ce sens. Il y a un vaste programme qui, dans le PAG, qui est actuellement en cours. On parle de programme ou projet, quelque chose fluvial, si ma mémoire est fidèle. Le projet d'aménagement pluvial de Cotonou. Nous espérons que d'ici à là... Ils appellent ça le PAPC, je crois. Nous espérons bien que d'ici à là, Cotonou sera sorti, n'est-ce pas, des inondations. Julio Kiti, je reviens à vous dans ce dossier pour parler un peu de l'inévitable béninoiserie dans cet acte-là, parce que il y en a qui, au lieu de voir le problème qui est en train d'être réglé par l'acte, préfèrent aller en dessous, dévoyer la chose, entrevoir autre chose. L'autre l'appellerait de la sorcellerie. Dites-nous, c'est sûr que cet axe-là, magnanime de la présidente, est dévoyé par des esprits. Je peux déjà me réjouir de ce que les esprits tordus et funestes vont toujours exprimer leur passion aussi, leur soubresaut, mais ils seront, pour ce que je vois et pour ce que je connais à la puissance de l'acte positif qu'un être humain puisse poser, ce serait rien que du dernier soubresaut d'animaux en griffe, atteints, parce que n'ayant pas fait ce qu'on doit faire pour les populations et voulant détruire ce que une personne de bonne volonté est en train de faire. Mais avant, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas possible que on puisse lutter contre ou on puisse agir contre ce qui fait du bien à un grand nombre, à une communauté, ce qui allège les peines, les souffrances alors énormes des populations qui ne demandent que ce minimum. Imaginez, même dans pour déverser ces voyages du sable, l'équipe de coordination de cette opération a priorisé donc les rues accédant aux écoles, aux hôpitaux, aux centres de santé, aux commissariats. Voilà les infrastructures socio-communautaires. Mais vous avez eu la Eden TV a fait des reportages là-dessus. Vous avez vu une école où vous avez des enfants qui disent, mais nous, on ne pouvait pas passer par là. On ne pouvait même pas parfois aller à l'école.
depuis qu'on a commencé. Mais avec ce que on vient de faire là, et chacun d'entre eux qui dit, vraiment nous sommes contents que notre maman là nous fasse ça. Que toutes les mamans fassent comme ça. Vous voyez, ces enfants-là ne sont pas dans les calculs. Et que les aînés qui sont en train de faire, les aînés dont certains ont l'esprit de plus en plus pollué par la politique, sont en train de faire, ils font pas ces calculs. Un directeur d'école qui dit, mais franchement, cette dame, il faut prier pour elle, parce que on ne pouvait pas être tranquille et travailler. Et les voyages de sable qu'on vient de mettre là, devant notre école, dans les rues qui y accèdent. Mais ça a changé en même temps la psychologie de toute la communauté scolaire. Donc le directeur lui-même, il est heureux, il se dit, mais vraiment mes enfants vont être plus joyeux maintenant et on va pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Mais on ne doit pas attendre l'État pour faire tout ça. Oui, vous avez parlé du programme du gouvernement, c'est bien, mais l'État c'est qui? C'est nous tous. Le gouvernement, le chef de l'État, Patrice Talon, quand il a dit le hautement social, mais tant que beaucoup de Béninois vont continuer à dire, c'est son affaire, c'est lui, l'affaire de la personne du président Patrice Talon. Il n'y a que lui pour le faire. C'est pas possible. C'est pas possible, il faut accompagner. C'est la meilleure manière, c'est l'une des meilleures manières d'accompagner le hautement social. Ça n'a pas besoin de tapage. Moi, je peux vous faire la confidence que Mme Prudential n'avait même pas voulu et que on donne de la visibilité à cette affaire à outre mesure. D'accord? Mais on s'est dit, mais écoutez. Parce que social, il faut que, elle entend que cela reste. Parce que, comme dit la Bible, c'est dit dans la Bible, ce que ta main droite donne, que la main gauche ne le sache pas. Mais dans la pédagogie de suscitation, donc, de cette dynamique-là, de renforcement de cette dynamique au sein de la population, pour que d'autres personnes comme ça, qui hésitent, qui n'ont pas perçu peut-être le degré, l'ampleur de cette souffrance des populations, puissent lui emboîter les pas, eh bien, on en parle. Et moi, j'ai été amené à signer une chronique, vous allez m'en excuser, je vous ai pas envoyé ça particulièrement parce que j'avais l'habitude de partager le fruit de mes étreintes et passions intellectuelles avec vous, parce que nous avons après tout une amitié intellectuelle que je trouve plus juste parfois que d'autres types d'amitié, parce que les grands esprits se retrouvent quand même à retrouver leur liberté face aux questions où il faut pas tricher. Existentiel. Très bien. Alors, j'ai signé un nouveau numéro de ma chronique Au rythme de la politique, c'est comme ça le nom de baptême. Mais le titre que j'ai donné à cette chronique, c'est que j'accuse cette conception-là de la politique. Et j'ajoute en sous-titre sortez de vos zones de complexe, faites comme Madame Clonie Prudential et le pays s'en porterait mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai vécu? Pendant que les gens sont en train de déverser les voyages de sable, on en a déversé dans des rues, et il y a des acteurs sociaux et même politiques, des leaders qui sont dans ces zones-là. Il y a certains qui spontanément n'ont pas regardé la couleur politique, qui ont dit mais ce que la dame l'a fait, si tout le monde pouvait faire ça, eh bien notre Dakoumbe, notre Godomé, tout ça, ça va bien se passer. Nous en avons besoin. Alors, pendant que ceux-là sortent spontanément pour dire, mais les jeunes, venez, on va aider à ce que on étale ça et tout, et apprécient. Alors, une équipe de Eden TV va sur le terrain, et veut tourner pour voir ce que c'est, veut prendre des témoignages. Un élu local, donc quelqu'un qui est un élu très proche de la population en principe, qui, au-delà de son appartenance à sa formation politique, devrait être au service de toute la population. Alors, dès qu'on dit de nous montrer les endroits où ça a été déversé, le monsieur, au départ, je l'ai vu très enthousiaste à aider, parce que il sait que la population en a besoin, il a fait la confidence que oui, eux, ils en ont besoin, vraiment, c'est une bonne action. Mais il reste à une bonne distance pour indiquer de ses doigts là où ça se trouve. Au départ, je comprenais pas. Après, je me rends compte que il a commencé par être pressé à vite partir de là.
Je dis, mais c'est quoi, vous, en tant qu'élu local, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que le problème que c'est menaçant pour lui? Ah, il dit non. Il dit non. Écoutez, vous savez, on est en politique, nous avons déjà des pressions, des coups de fil de nos patrons politiques qui nous disent, mais pourquoi vous allez dire c'est Madame Claudine Prudencio? Donc, et je dis, mais comment ça? Quelqu'un qui fait l'acte. Oui, qui sauve les populations. Qui sauve les populations, on va pas appeler son nom. Je dis, le monsieur va jusqu'à me dire. Et ça, je me permets de le dire, je peux pas appeler son nom, mais je me permets de le dire. Pourquoi? Je le dis non pas pour lui créer des problèmes, pas pédagogie, pour que les gens comprennent jusqu'où la politique ne devrait pas nous amener. D'accord? Il dit, ces patrons politiques, mes patrons politiques, je sais qu'ils ne feront pas ça. Tu vois. Mais ils vont jamais me pardonner de dire à haute voix que c'est bien ce que Madame Claudine Prudencio a fait. Oh là là. À ce point-là. Oui. La politique empêche de reconnaître la vérité. Et il ajoute, pendant que ça échangeait comme ça, il ajoute, moi j'ai pas osé dire aux camarades de le filmer ou de lui créer des ennuis et tout, non. Mais j'étais hébété, mais c'est vrai, malgré tout ce que je sais de la politique, je me disais, mais jusqu'où c'est... Parce que j'ai vu des maisons inondées, j'ai vu des devantures des rues inondées, et ce que ces voyageurs de sable sont venus sauver dans cette rue-là, honnêtement, je dis, moi, si j'habite une maison dans cette zone-là, même si celui-là vient du camp de mes pires ennemis, mais je l'embrasse. Je l'embrasse. Forcément. Je dis, mais attendez, là, vous avez fréquenté le génie de Dieu. Même si je vous regardais comme un diable, là. Vous venez de fréquenter le génie de Dieu. Vous venez d'être inspiré par l'Esprit Saint de Dieu et je ne peux que vous en remercier. Et le monsieur, il est là, il tourne, il était dérangé, un élu. Après, je dis, mais pourquoi on doit vous obliger à ne pas... Il dit, mon frère, c'est pas possible. Je reçois déjà des pressions et des menaces. Parce qu'on a commencé par dire que nous avons apprécié. D'accord? Alors, ces patrons politiques en griffe, ceux qu'on appelle ces patrons politiques. Alors, quand j'analyse leur attitude, c'est quoi? Ils ne sont pas prêts à venir faire ça. À faire ce qu'il faut. C'est-à-dire que ils attendent. J'ai vu même un confrère écrit sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup d'entre eux là qui disent d'ailleurs que eux là, ils ne gagnent pas grand chose maintenant pour être là, dépenser leur argent pour les populations. Ils sont prêts à se cacher. La saison des pluies là va passer. Les populations vont souffrir dans l'eau, vont attraper les enfants, vont tomber, certains peuvent mourir, peuvent contracter des pathologies qui les tuent, parce que les inondations, ça vient avec son corollaire de maladies, d'infections, de beaucoup de choses. L'école des enfants peut être hypothéquée, les enseignants et les élèves peuvent fonctionner dans des conditions exécrables. On sera là à crier le nom du chef de l'État, à crier le nom du gouvernement. Et quand tout serait passé, eh bien, les rues ne seraient plus aussi dégradées, aussi inondées. Bon, ils reviendront comme si c'est maintenant qu'ils se rappellent que ces populations existent. Mais si quelqu'un, pendant que ces populations sont en train de souffrir, va à leur secours, eh bien, il faut torpiller ça. Tout au plus, si on ne peut pas empêcher que les camions viennent déverser les sables, il faut s'arranger pour que personne ne dise que c'est telle personne qui a eu à faire ça. C'est ça. Et il ne faut même pas dire merci à la personne. Dans un contexte sociologique où nous savons qu'en Afrique, et partout d'ailleurs, le seul fait de dire merci à quelqu'un, vous l'encouragez à faire davantage. Quand vous avez donné la parole à Ishola tout à l'heure, mais c'est pour quelqu'un que vous savez suffisamment critique sur des questions données, qui a sa liberté d'esprit et d'expression, avant de dire, mais je souhaite que Madame Claudine Prudencio continue comme ça, ça veut dire, ça sous-entend, continue de sortir son argent pour faire ça. Il a dû lui dire d'abord, mais ce qu'elle fait, c'est très bien. Ah, vraiment, il faut la remercier pour ce qu'elle fait. C'est le plus gros salaire pour une personne qui fait de belles choses comme ça. Donc, quand j'ai vécu ça avec cet élu, je me suis posé beaucoup de questions. Et je me suis dit, mais il faut qu'on arrête avec ça. Parce que le sable que
Claudine Prudencio envoie, qu'on déverse dans les rues, devant les écoles, devant les centres de santé, à Dekungwe, dans Godomé, dans Calavi, la zone de Kokotomé, tout ça. J'ai vu encore une image tout à l'heure du marché de Kokotomé, où il y a des zones. Si on mettait un voyage de sable là ou deux, ça va faire quelque chose. Là où elle est en train de mettre ces voyages de sable là, si il restait encore quelque part et que quelqu'un qui est d'un autre parti politique, qui n'est pas de l'UDBN, allait déposer un voyage de sable là, personne ne va lui en vouloir. Le sable déposé, offert gracieusement par Claudine Prudencio, ne va pas rejeter le sable que quelqu'un d'autre viendra offrir. Les tas de sable ne vont pas commencer une bagarre. D'accord? Les rues arrangées, reprofilées avec le sable, les voyages de sable envoyés gracieusement par Madame Claudine Prudencio, ces rues ne sont pas pratiquées que par les membres de son parti politique. Au moins, les gens savent ça. Et on n'a pas demandé pour choisir les rues là, on n'a pas demandé où sont les rues où le parti UDBN fait les meilleurs scores, où a le plus grand nombre de partisans. Non, même les militants de l'UDBN n'ont pas été mobilisés pour dire, bon, ce n'est que vous qui iriez dire où est-ce qu'on va mettre. Est-ce que le centre de santé devant lequel on met pour que les gens puissent y aller, la femme enceinte qu'on a rencontrée, qui a témoigné, est-ce que on lui a demandé, madame, est-ce que vous avez la carte de membre de l'UDBN? Non. Est-ce que les enfants qui peuvent tomber dans l'eau et risquer leur vie là, ils savent ce que vous appelez parti politique? Ils n'en savent rien. Tout au plus ce qu'ils peuvent offrir à Mme Claudine Prudencio. Et c'est ça qu'ils sont en train d'offrir. Et qui est même mieux que toute autre chose en politique. C'est la prière de ces enfants-là. Et je les ai vus tous dire, à notre maman là, nous prions pour elle, qu'elle soit bénie et qu'elle continue de faire comme ça pour nous. Et j'ai vu une jeune fille, presque adolescente, dire, ah, maman a arrangé notre vent pour nous. Je souhaite que Dieu la bénisse et qu'elle aille faire pour d'autres personnes. Je ne sais pas où ils sont, mais je sais que quelque part au Bénin ici, il y a d'autres personnes qui vivent le calvaire que nous vivons. Que Dieu la bénisse et l'oriente vers ces personnes-là aussi. Regardez cet enfant-là. Mais vous avez des adultes. Grande prière. Vous avez des adultes qui, au nom de la politique politicienne, parce que cette politique n'est pas productrice, n'est de bonheur pour les populations. Cette manière de concevoir la politique est tout simplement funeste et n'arrange pas. Et le président Patrice Talon ne demande pas ça pour le Bénin politique. Ce qu'il veut, l'assainissement, la réforme du système partisan dont il a parlé, il a souvent eu une expression à la bouche que beaucoup de gens n'intègrent pas dans leur subconscient et dans leur pratique quotidienne. Il dit désormais, il faut que nous réformions de sorte à ce que la politique soit mise au service du développement. Ça veut dire qu'il faut que l'acteur politique commence par savoir que c'est quand il vit avec les populations, c'est quand il aide les populations à régler leurs problèmes communautaires, c'est quand lui, dans les limites de cette capacité, il peut faire quelque chose pour ces populations-là, qu'il fait de la politique. Parce que la politique revient simplement, non pas à être au-dessus du peuple, mais à être avec le peuple, quitte à ce que le peuple trouve en vous, après que vous êtes rassasié de suffisamment de solutions à leurs problèmes. Et donc, c'est ce que j'ai vu et qui m'a fait un pincement au cœur. Et ça m'a amené à me fendre de cette chronique-là, que, je le rappelle, j'ai intitulé « J'accuse cette conception de la politique, sortez de vos zones de complexe, faites comme Claudine Prudencio et le pays s'en porterait mieux ». Je me ferai le plaisir de l'envoyer à Ishola. Ishola, je vais vous l'envoyer également. Je ne sais pas s'il a déjà lu. Et je vous promets aussi, vous qui adorez les passions intellectuelles, d'être plus régulier. Voilà. Merci beaucoup. Merci déjà pour ce que vous faites. Est-ce que vous aurez encore à faire? Non, on n'a même pas besoin de disserter philosophiquement autour de la question parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà de la fibre sociale, elle a cette fibre de mère de famille. Donc, elle comprend bien ce que souffrent ses enfants, ses frères, ses soeurs, ses cousins et autres. Et donc, ce que fait l'homme... Ce que Julien Kitty vient de raconter, un élu local qui, après avoir commencé par apprécier le geste, s'étonne violemment de ce que ça risque
d'entamer ses intérêts politiques, sous le sceau politique, à cause des pressions qu'il a commencé à recevoir. Non, regardons-nous en face. Est-ce qu'on a besoin encore de ces genres d'actes aujourd'hui au Bénin? Dites-moi. Non, vous connaissez ma religion. Julien l'a rappelé tout à l'heure. Cet homme politique, ou je ne l'appelle pas homme politique, cet acteur, cet élu local, est un politicailleur. Donc, en réalité, il fait de la politicaillerie. La politicaillerie. Et l'autre chose. Est-ce qu'il n'est pas victime lui-même d'une manière de concevoir au-delà de cet aspect, pour résister. Voilà, au-delà de cet aspect, je l'appelle même un politicaillon, un politicien, oui, parce que là, il n'est pas un véritable acteur de développement, parce qu'au-delà de tout, un acteur politique est un acteur de développement. Ben oui. Et lorsqu'on parle de développement, cela commence à la base. Ça n'est pas au sommet que le développement commence. C'est à la base ici. Et c'est ce qu'a compris Madame Claudine Prudencio, et a commencé par le faire. Il ne faut pas attendre les élections pour commencer par s'agiter sur le terrain comme le font beaucoup d'hommes politiques. Ces opportunistes d'ailleurs qui viennent, n'est-ce pas, profiter des voix des populations pour se hisser à des sommets et puis les oublier. Suivez mon regard. Donc, on n'a pas besoin de ces gens d'élus. Ils sont à décourager d'ailleurs. Il faudrait que les populations fassent, je ne fais pas de la violence, et il faudrait que les populations s'organisent de manière à le mettre d'état de nuit, n'est-ce pas, le décourager à tout prix, parce que cela participe, n'est-ce pas, d'un acte anti-développement, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, désormais, il faut éviter ce genre de personnes. Il faut les mettre au placard de la société pour qu'ils soient finalement, n'est-ce pas, ou in fine, mis hors d'état de nuit. Oui, nous ne sommes pas des hommes politiques. Pas des hommes politiques, mais des politicaillons. Ou des politicaillons. Voilà. Je crois que c'est bien retenu. En suivant cette émission, ils comprendront que le Bénin doit se passer de ce genre d'hommes, de ce genre de politique qui pensent avoir droit voix au chapitre. Julien Kitty, cette émission ne va pas finir sans qu'on revienne quand même sur ce fait-là. J'ai lu sur les réseaux sociaux une alerte du professeur Thierry Devonou qui se fait fort d'attirer l'attention sur les problèmes que peuvent soulever l'introduction prochaine dans la matière sciences de vie et de terre, respecter l'éducation sexuelle. On sait que la science de vie et de terre intervient déjà, dans le fonctionnement de l'organisme. Nous l'avons tous fait, cette matière, cette science, pendant qu'on était en classe, dans les basses classes. Mais l'éducation sexuelle, qui aujourd'hui, ma foi, nous vient ou prend des allures un peu inquiétante, surtout si nous voyons ce qui se passe ailleurs en France, surtout où on oblige des enfants de moins de 9 ans à découvrir le corps opposé. L'enfant va à l'école, on le met, on lui demande d'enlever ses habits devant une collègue, on va dire, aussi enfant, fille. Et on les met ensemble, on leur demande de faire des choses que les adultes normalement doivent faire. Est-ce que vraiment le monde aujourd'hui n'est pas en train d'aller à sa perte? Ce que on a bien entendu protéger du public, puisque c'est organisé pour que cela se passe hors, on va dire, des regards de tout le monde, pour bien, en tout cas, assurer sa fonction, mais qu'on décide de mettre des enfants à l'âge de 9 ans, moins de 9 ans même, aller sur ce chemin-là. Dites-nous, quelle humanité veut-on sauver? Parce que c'est leur langage, c'est la raison essentielle qu'ils trouvent à cette nouvelle façon, à cette nouvelle mesure introduite dans les basses classes en Europe. Vous voyez, c'est avec beaucoup de peine que j'en parle. J'ai dû faire l'amour tout à l'heure parce que cela me chagrine un tout petit peu. Je suis un peu ahuri
que l'on détaboutise la question du sexe ou de la sexualité jusqu'à ce niveau. Je me rappelle, en notre temps, nous l'avons fait en classe de 3e, je crois. Ouais. C'était La reproduction. La reproduction. Et aujourd'hui, qu'on ramène ça à un niveau aussi bas, qu'on veuille, n'est-ce pas, mettre les enfants dans une situation où on leur apprend déjà depuis le bas âge, à leur tendre adolescence. Cela me gêne un tout petit peu. Ce n'est même pas encore l'adolescence, c'est encore l'enfance. 9 ans? C'est vrai que certains développent rapidement des caractères sexuels secondaires. Vous-même, vous voyez la gravité de la question, de la problématique dont nous débattons. En tout cas, pour ma part, je pense que cela est inadmissible, que la question du sexe soit ramenée jusqu'à ce niveau-là. Mais à partir de 12, 13 ans, bon, je comprendrais, mais 4, 3 ans, mais attention, c'est dangereux. Peut-être que, en faisant cela, nous voulons, en voulant, j'allais dire, régler une situation, on risque de l'empirer. D'accord? Nous allons, de la même manière, créer plus de problèmes qu'on ne veuille en résoudre. Parce que les enfants, jusqu'à cet âge-là, vraiment, ils sont encore innocents, hein. Ils ne peuvent pas faire la part des choses, ils n'ont pas encore de la jugeote pour distinguer ou faire le discernement qu'il faut, n'est-ce pas, par rapport à la question du sexe. Et donc, je ne vois pas l'opportunité de l'introduction de cette question dans le système éducatif jusqu'à ce niveau-là. Non, chez moi, ça ne marche pas et je l'aperçois comme étant de l'hérésie, hein, voyez-vous. Et je crois que beaucoup de parents doivent être dans ma peau actuellement et parce que cela risque, n'est-ce pas, de contribuer davantage à la dépravation des mœurs que nous déplorons et que nous n'avons jamais cessé, n'est-ce pas, de déplorer dans notre pays. Et au-delà de cet aspect, je suis un peu ahuri que nos cadres veuillent copier tout ce qui se fait de l'autre côté, au niveau de l'Occident. Je suis un peu ahuri parce que, originellement, primitivement, je crois que la civilisation africaine est différente de celle occidentale. Et il est des choses de ces genres d'actes que notre société n'admet pas. Vous voyez aujourd'hui la question de l'homosexualité. Vous voyez la dimension que ça prend. C'est suffisamment dangereux. Il y a même des pays où cela est rejeté, dans les pays africains. Contrairement à ce que j'observe dans mon pays, le Bénin, ailleurs, ce n'est pas le cas, sous d'autres tropiques. Attention, cela n'est pas admis. Et donc, il va falloir que nos cadres prennent suffisamment conscience du danger de cette introduction du sexe jusqu'à ce niveau-là pour éviter un certain nombre de situations, éviter de former des citoyens qui vont verser à l'avenir ou dans le futur dans une sexualité, dans une hypersexualité comme on le remarque aujourd'hui, où les réseaux sociaux y contribuent pour beaucoup. Et donc, il faut que nos cadres, je le répète encore, prennent suffisamment la mesure des enjeux, prennent suffisamment la mesure de la situation pour ne pas aller jusqu'à ce niveau. Et c'est en cela que je donne raison à M. Devonou Thierry, qui a commencé par sonner le tocsin pour que nous ne versons pas dans une situation qui pourrait nous amener sur un terrain que nous ne voudrions pas, sur un terrain que nous ne souhaiterions pas. C'est vrai que au niveau, il vaut mieux, j'allais dire, il vaut mieux faire en sorte qu'au niveau de chaque famille, au niveau des parents, qu'il y ait l'éducation sexuelle, que les parents aient suffisamment le courage ou prennent l'habitude
de commencer par parler du sexe à leurs enfants, mais pas à l'âge de 4 ans, 5 ans. Non. Déjà à partir de même 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'est acceptable. Mais 4, 5 ans, mais attention, c'est suffisamment grave, c'est dangereux, c'est gravissime même pour notre société. Et à ce niveau-là, on pourrait parler, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pourrais, n'est-ce pas, me ranger. Si je suis bien dans votre chemise, je pourrais me ranger, n'est-ce pas, vous donner raison, pour dire que est-ce que le monde ne court pas à sa pète. Je me pose aussi la question. Vraiment, la question mérite d'être posée. Julien Kitty, j'en parle parce que il faut que très rapidement nous puissions tirer la sonnette d'alarme pour que ce qui se passe ailleurs ne se reproduise pas chez nous, parce que nous, la nature nous a dotés d'une certaine pureté dans les actes, et c'est ça qui a toujours préservé le continent de ce que nous observons ailleurs. Donc, vous-même, est-ce que vous avez été sensible à la question? Vous avez vu la vidéo de parents qui franchement étaient hors d'eux-mêmes, qu'on ne puisse rien leur dire et qu'on soumette leurs enfants à ce genre d'exercice en Europe. Bon, je voudrais déjà qu'on fasse la part des choses. Quand on a fini de montrer combien de fois on est choqué par ce qui se passe en Europe et le monde étant aujourd'hui un village planétaire grâce à la technologie, grâce aux réseaux sociaux, on sait ce qui se passe là-bas. Mais alors, la polémique qui a été lancée chez nous au Bénin, je souhaite qu'on se concentre là-dessus tout en n'étant pas renfermé et pour être ouvert sur ce qui se passe dans le monde, parce que la menace, ça vient de là-bas. Alors, partant de... Moi, j'ai été sensible à la question, j'ai fait quelques recoupements là-dessus. Parce que je me suis dit, c'est suffisamment sensible pour que on puisse comprendre. D'abord, celui qui a relancé, je vais dire la polémique, parce que ça se faisait depuis, celui qui a attaqué, qui a osé dire, mais donner l'alerte pour dire, mais il faut qu'on réagisse, sinon il y a un drame qui se joue avec nos enfants en classe de 5e. C'est Thierry Devono. Thierry Devono, c'est un enseignant, pas des moindres. Thierry Devono, il enseigne la matière. Thierry Devono, il fait partie des experts reconnus dans le secteur et qui contribuent à l'élaboration de beaucoup d'outils pédagogiques. Reconnus par l'État et utilisés par manuel scolaire. Très bien. Que celui-là donne avec tant de précision qu'en classe du 5e, qu'on est en train d'introduire en disant la page 5, numéro 5, du guide de l'enseignant. 5e, c'est 11 ans, 13 ans. Mais les gars sont encore à la préadolescence. Et on introduit des notions relatives à l'homosexualité, et ce qui est totalement contraire à notre culture, et des gens sont prêts à justifier ça. Et ils demandent à ce que cela soit retiré parce qu'il reçoit beaucoup de messages d'enseignants, de jeunes enseignants qui lui disent « mais c'est difficile pour nous d'expliquer ces genres de choses-là aux enfants ». Mais il se fait que ceux-là, s'ils ne le font pas, il y a des gens, des patrons à eux, au plan pédagogique, qui vont les écraser. C'est l'expression utilisée par Thierry Devono. Et il dit, qui sait pourquoi des syndicalistes ne crient pas à Ro sur ça. Et des cadres ne crient pas parce qu'ils veulent préserver leur poste, parce qu'ils veulent les intérêts qu'ils ont là-dedans. Mais c'est l'avenir du pays qui est en train d'être tué. Alors, il s'est trouvé certains enseignants, s'est trouvé des gens pour commencer par dire non, que c'est pas vrai ce qu'il est en train de dire et que jamais il n'a été question on n'a jamais demandé aux enseignants d'enseigner l'homosexualité aux enfants. Regardez, quand dans mes recherches, je suis allé tomber sur un extrait du guide de l'enseignant dont il parle. On dit l'enseignant en fonction des besoins réel d'informations que l'on connaît pas pour les élèves de cet âge, l'objectif de cette discussion est de développer auprès de ces apprenants des réflexes permettant de se soustraire à des comportements sexuels non conformes à la référence sociale, homosexualité par exemple. Très bien. Alors, la subtilité c'est quoi? Lorsque on dit qu'on veut préparer ses enfants donc à échapper à des pièges liés à l'homosexualité, est-ce que vous pouvez enseigner à un enfant
comment échapper à un piège, à une pratique dont il n'était pas informé, dont il n'en savait rien, sans lui enseigner la pratique. Vous devez lui enseigner la pratique d'abord. Forcément. Pour dire comment parce que les enfants à cet âge vous posent toutes sortes de questions. Ok. Ishola l'a dit tout à l'heure. Pourquoi on met ça en 5e? Vous et moi, on a commencé par recevoir des cours sur la reproduction en classe de 3e. Nous avions donc un certain âge. Nous étions même peut-être plus vieux que les enfants qui font la 3e aujourd'hui. Pourquoi ceux qui avaient décidé que ce soit en 3e qu'on commence pas à en parler? Pourquoi aujourd'hui c'est en 5e? L'objectif est où? Alors, en poursuivant mes recherches, quand ceux-là sont en train de réagir, il y a eu maintenant une réaction officielle du ministère de l'enseignement secondaire. À travers la structure qui s'occupe de l'élaboration des curricula de formation. Et cette structure, je crois que c'est ça qui remplace ce qu'on appelait INFRE, d'accord? Et cette structure, on l'appelle Institut national d'ingénierie et de renforcement des capacités des formateurs. D'accord? Et c'est sous tutelle du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Le directeur général de cet institut réagit pour dire que, dans l'intention de dire que le professeur Devonou n'a pas raison. Mais qu'est-ce qu'il dit? Finalement, il n'arrive pas à le contredire. Il reproche essentiellement au professeur de n'avoir pas dénoncé le guide en cours d'utilisation depuis 2017. Et que le professeur Devonou a même participé à des ateliers, pas l'élaboration du guide, à des ateliers où on a parlé d'une initiative. D'abord, il commence par dire que la thématique portant sur l'homosexualité n'apparaît nulle part dans les curricula scolaires au Bénin. Pensant se défendre, moi je suis pour le respect des autorités. Mais quand l'argumentaire ne permet pas de faire tomber ce qui était donné comme alerte, l'honnêteté intellectuelle m'oblige à le faire savoir. Dans aucun document donc officiel retenu pour l'enseignement en classe de 5e dans nos écoles et dans tous les curricula de formation dans nos écoles, il n'est question de la thématique d'homosexualité. Mais d'où ça vient? On laisse les manuels scolaires. Maintenant, on dit que dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative, entre guillemets, éducation à la santé sexuelle, ESS, donc il y a une initiative qui est venue après. On se posera après la question d'où c'est venu. Face à la prolifération des grossesses précoces et non désirées en milieu scolaire, le guide de l'enseignant a été infusé des thématiques de l'ESS dans des disciplines dont celle des sciences de la vie et de la terre. Ça veut dire quoi? On s'est rendu compte après que trop de jeunes filles contractent des grossesses non désirées et précoces. Et pour lutter contre la prolifération des grossesses non désirées et précoces, il faut aller parler d'homosexualité aux enfants. Et de quelle classe? De 5e? Très bien. On continue. Et on dit que depuis 2017, ce guide de l'enseignant était en vigueur et que M. Devonou a participé à des ateliers où on a parlé de cette question. Et dans le guide, le directeur général donc de cet institut, qui est donc un fonctionnaire d'État, c'est comme c'est le ministère de l'enseignement secondaire qui parle, dit qu'à la page 5 du guide de l'enseignant de SVT infusé, où la situation d'apprentissage porte sur reproduction et développement chez les animaux. Vous voyez, c'est ce chapitre-là. C'est dans ce chapitre-là qu'on va maintenant parler de reproduction humaine et parler d'homosexualité aux enfants de 5e. Et on dit le guide recommande l'adoption de relations interpersonnelles hétérosexuelles saines et considère à la page 9 l'homosexualité non conforme à la référence. Est-ce que nos enfants sont des animaux? Pourquoi dans le déroulement, si on suit la logique dans le déroulement d'un pan qui concerne la reproduction et développement chez les animaux, quel est le lien? Comment on a fait pour tomber après sur l'adoption de relations interpersonnelles hétérosexuelles saines et pour dire maintenant enseigner? Et le directeur là dit que on parle d'homosexualité aux enfants
pour leur enseigner le contraire de l'hétérosexualité. Pour des enfants qui n'en savaient rien. Pourquoi venir leur dire, et on estime que sur Internet, ils ont les informations. Pourquoi on ne fait pas un débat national avec les acteurs pour dire comment face à ce que vous décriviez, qui vient de l'Occident, puisque dans les films, sur les réseaux sociaux, nos enfants ont accès à ça. Il y a des enfants de 11 ans, 13 ans, que les parents commettent l'imprudence, à qui les parents commettent l'imprudence de donner des téléphones, des smartphones. Alors, comment faire pour commencer par préparer les enfants à ne pas suivre ça? Ça ne peut pas se faire par guide de l'enseignant infusé de thématiques liées. Et ce n'était pas dans les manuels avant. C'est même un gros français. Alors, moi, je me suis posé la question de savoir, mais qui finance ça? Qui est derrière ça? Est-ce que ça ne vient pas d'une autre culture? C'est la question auxquelles nous allons répondre. Non, attendez, donnez 30 secondes parce que monsieur devant nous, c'est important. Moi, sans donner même mon avis, sans donner mon avis, je peux vous dire, c'est bon de rappeler ces choses. Monsieur devant nous est revenu à la charge. Il est revenu à la charge pour dire, je respecte très bien le directeur général. Il dit d'abord que le professeur Djiroussi, qui est donc le DG de l'Institut, là, est quelqu'un de très bien, qu'un homme de bien, qu'il respecte beaucoup. Seulement, il rappelle que tout le bien que le professeur a dit de lui, il accepte, mais qu'il rappelle qu'il a participé à des ateliers sur des questions liées à la reproduction, mais qu'il n'a jamais participé à des activités qui ont permis d'introduire dans le guide de l'enseignant cette affaire d'homosexualité. Donc, le monsieur est fondé à dire. Deuxième chose, il dit qu'en tant que spécialiste de la didactique, même quand il participe à un atelier, on dit, et il y a des connaissances, qu'il a besoin de ce qu'il appelle techniquement un temps didactique pour comprendre. Donc, il est surpris de constater qu'on a commencé par enseigner la chose. Et il dit, un bon expert n'a pas un port d'attache ni de chapelle. Il est libre et universel. Et il a rappelé des propos d'autres conseillers pédagogiques, d'accord? D'autres conseillers pédagogiques, dont il donne même les numéros. Il dit, allez interroger Monsieur Stafford Adandé. Hein? Nous n'avons pas cité ces non, noms-là. juste un seul. Juste un seul. On dit, tu as raison, beaucoup de voix s'offrent pour arrêter ce programme barbare. Les stratégies seront étudiées. Ne compte pas sur les cadres, car ils courent pour la sauvegarde de leur poste et non pour sauver le système éducatif. Donc pour moi, l'État n'a pas menti. Le ministère de l'enseignement secondaire n'a pas menti. Mais devant nous, n'a pas menti non plus. Maintenant, est-ce que nous sommes tous d'accord, même dans le guide infusé, là, on a mis que homosexualité, c'est contraire à la référence sociale. Très bien. Mais enlever cette affaire de homosexualité là du guide, en troisième, quand on aura besoin de parler de la reproduction, pourquoi on ne peut pas attendre que les enfants disent « Ah, nous constatons que vous parlez de reproduction, vous parlez seulement d'hommes et de femmes. » Aujourd'hui, des hommes se marient entre eux, des femmes. Est-ce que... Et là, l'enseignant préparé pourra dire « Écoutez, ce que vous dites là, c'est vrai, ça s'observe, mais ça s'observe ailleurs. Ce qui est créé, ce qui est bien pour nous et qui est référentiel et qui est bien pour notre culture et qui est bien pour la dignité humaine, c'est ce que je vous ai enseigné. Et mieux en Afrique, j'en aurais fini. Vous savez, nous avons tous grandi dans une société où on nous dit ceci là, on ne fait pas. Si vous faites ça, voici ce qu'il y a de grave dedans. Dans le guide, le guide de l'enseignant, il n'est mentionné nulle part un danger pour l'enfant à faire ça. On lui dit que c'est une déviance du comportement sexuel naturel. Vraiment. Merci beaucoup. C'est pour aboutir à ce qu'on appelle l'orientation sexuelle, la liberté d'orientation sexuelle. Nos cadres sont doués en gymnastique c'est simplement malin. Moi, je ne donne même pas mon avis. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir dans notre prochaine émission. Nous allons y revenir beaucoup plus pour un débat technique parce que là, les éléments que vous sortez sont assez techniques et là, on pourra analyser. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. C'était Point 7 de cette semaine. Le point 7. Le point 7.
votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodic Bibi, c'est le pied.